Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mode d'exercice médical méconnu, fascinant et pour certains même mystérieux, la médecine en milieu carcéral. Soigner en prison, c'est évoluer dans un environnement unique où se mêlent défis médicaux, contraintes de sécurité et enjeux éthiques. Pour explorer ce sujet, j'ai l'immense honneur d'accueillir le docteur Béatrice Carton, médecin généraliste en prison depuis plus de 20 ans, chef de service des unités sanitaires des prisons de Bois d'Arcy et de Versailles, et présidente de l'Association des professionnels de santé exerçant en prison. À travers son livre collectif « Les soins en prison, quelle réalité derrière les murs ?», mon invité partage son expérience précieuse et son engagement pour une médecine plus humaine et équitable en milieu carcéral. Dans cet épisode, nous découvrirons comment s'exerce la médecine en prison, quelles pathologies dominent dans ce contexte et comment les soignants s'adaptent face aux défis qu'ils rencontrent chaque jour. Mon invité me partagera ses anecdotes médicales dans ce milieu unique et nous transmettra des conseils riches de son expérience singulière. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, chère Béatrice. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, succinctement te présenter et puis présenter à nos auditrices, nos auditeurs, ton activité, s'il te plaît. Donc Béatrice Carton, je suis médecin généraliste. J'ai exercé quelques années, très peu, à l'hôpital en tant qu'assistante dans un service de médecine interne. Et puis j'ai rejoint le milieu pénitentiaire dans les prisons de Bois d'Arcy et de Versailles, dans lesquelles je suis rentrée en 2001, le 11 septembre 2001 très exactement, et j'y suis restée jusqu'à aujourd'hui. Très bien. C'est un milieu qui est assez fascinant, je le disais, un peu mystérieux. Est-ce que tu peux me dire les principales particularités de l'exercice de la médecine en prison par rapport à une activité classique en cabinet ou à l'hôpital ? Ne pas avoir d'a priori. Pour pouvoir travailler en milieu pénitentiaire, il faut, je pense, être ouvert d'esprit, avoir envie de découvrir et être prêt à partager avec les personnes qu'on croise. C'est un exercice en collaboration, puisque c'est un exercice en équipe avec des infirmières, des secrétaires, tout un tas de professionnels. Et c'est le côté particulièrement intéressant de l'exercice, c'est-à-dire que c'est un exercice à la frontière entre un exercice hospitalier et un exercice en ville, puisqu'on exerce avec d'autres professionnels, en collaboration avec d'autres professionnels. Et on rencontre des tas de gens plus ou moins intéressants, mais qui ont toujours des choses à nous apporter. Et c'est-à-dire que tu as un bureau de consultation dans la prison, c'est ça ? Oui, alors l'exercice en milieu pénitentiaire est très varié d'un lieu à un autre. Il y a 187 établissements pénitentiaires en France et donc autant d'unités en France. Ce sont des unités qui dépendent de l'hôpital, d'un hôpital de rattachement proche en général de l'établissement pénitentiaire, et c'est l'intégralité de l'équipe qui est détachée dans la prison, dans des locaux dans la prison. Donc les exercices sont très très variés. On peut avoir des équipes qui évoluent dans un milieu neuf, agréable, avec plein de bureaux, et on a d'autres équipes qui vont évoluer dans des locaux vétustes, des petites salles de consultation, voilà. Donc c'est très très variable selon les lieux, mais c'est de toute façon un lieu identifié au sein de l'établissement pénitentiaire avec un bureau, ou des bureaux, des salles de soins, quelquefois des salles de radiologie, des salles dentaires, voilà, en fonction de l'importance du service. D'accord. Et donc tu soignes, j'imagine, exclusivement des prisonniers, a priori.
Ils prennent rendez-vous? Comment ils se débrouillent pour consulter le docteur? Est-ce qu'ils en parlent aux surveillants? Comment se passe ton recrutement, en fait? Alors oui, c'est une très bonne question parce que ça paraît évident quand je vais le dire, mais avant, pas beaucoup. En fait, il y a pas de téléphone, donc Mmh. en tout cas, les détenus n'ont pas de téléphone, donc ils ne téléphonent pas à leur médecin pour prendre rendez-vous. Mmh. Il y a tout un système, une organisation mise en place, qui est identique pour le coup à peu près partout. Les détenus peuvent écrire pour une demande de consultation. Cette demande de consultation est mise dans une boîte aux lettres à leur étage qui est fermée à clé, dont il n'y a que les soignants qui possèdent la clé, et le courrier est ramassé tous les matins pour pouvoir prendre en compte les demandes des personnes détenues. En plus de ça, s'ajoutent les personnes qui ont une pathologie chronique qu'on va vouloir suivre et à qui nous, on va donner des rendez-vous, donc d'une consultation à l'autre. Monsieur Untel qui a un diabète, je vous revois dans un mois, je lui donne son rendez-vous. Les rendez-vous donc demandés et puis tous les rendez-vous, les éventuelles urgences pour lesquelles la personne détenue va signaler au surveillant qui lui va téléphoner dans le service pour, pour informer que, je ne sais pas, telle personne a du mal à respirer, il faut qu'on la voie. Très bien. Est-ce que tu as accès au dossier, donc médical évidemment, mais le dossier, administratif? Est-ce que tu sais les délits, qu'ils ont commis tes patients? Ou pas forcément? Alors, quand les personnes rentrent en détention, elles sont en général accompagnées d'une notice d'un juge dans laquelle il peut y avoir le motif d'incarcération, mais pas toujours. Ah d'accord. Mais c'est possible. Je ne regarde pas le dossier quand il est disponible parce que je considère que ça met un frein à la relation avec le patient en ville, quand ou à l'hôpital d'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas vraiment sa vie personnelle, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas d'où il vient, et c'est le patient qui choisit de nous donner certaines informations. Donc je considère qu'en détention, c'est la même chose. Il vient dans le cabinet médical, il me dit ce qu'il a envie de me dire. Alors, c'est un peu théorique parce que c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ait besoin non pas de savoir pourquoi il est là, mais pour combien de temps il est là. On va les prendre en charge du premier jour de leur entrée en détention jusqu'au jour de leur sortie. Mais c'est pas tout à fait la même chose si la personne reste une semaine ou si ce qui arrive, hein, ce qu'on voit quelquefois, ou s'il reste 10 ans. Donc bien évidemment, il arrive qu'on pose la question plutôt que de savoir pourquoi vous êtes là, pour combien de temps vous êtes là. Ah, c'est intéressant. Donc tu t'obliges à ne pas t'enquérir de ces informations, du motif d'incarcération pour, tous tes patients, sauf quand tu le lis, quand il y a la notice qui est, inscrite Oui, noir sur alors blanc. oui, oui. En Mmh. revanche, si eux veulent m'en parler, c'est un autre problème. C'est eux, c'est leur démarche. Ils ont quelque chose, ils ont certainement un message à me faire passer là-dedans. Donc Mmh. je l'accueille, mais je ne leur pose pas la question. La question serait différente si tu l'avais posée à un de mes collègues psychiatres, Mmh. bien évidemment, puisque eux travaillent sur ce qui a amené la personne en détention, ce qui l'a amené à être ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc le passage à l'acte, en général, en fait partie. Mais moi, j'ai pas besoin de savoir. Très bien, très bien. Donc je rappelle que tu fais de la médecine générale, c'est ça, Oui, en ah oui, prison? oui. Est-ce que tes consultations se déroulent comme à l'extérieur, j'ai envie de dire, avec le même matériel, le même personnel? Ou est-ce que c'est différent? Est-ce que tu as des particularités dans ce milieu-là par rapport à la ville, l'hôpital? Aucune. Enfin, l'idée, c'est de faire exactement la même chose à OK, l'intérieur qu'à l'extérieur. d'accord. Donc, je ne devrais pas avoir de différence.
Après, je suis médecin dans un service hospitalier, j'ai le matériel que l'hôpital veut bien me donner, donc autant dire que c'est pas forcément le matériel dernier cri, bien évidemment, mais ça peut l'être aussi. En revanche, on a une exigence, c'est j'ai appris quand j'ai commencé dans ce milieu-là à avoir un bureau sur lequel il n'y a pas de choses qui puissent être déplacées. Voilà. J'ai un ordinateur, bien sûr, mais je ne vais pas avoir, par exemple, de pot à crayon, je ne vais pas laisser traîner des bistouris, je ne vais pas laisser traîner... Voilà, on ne laisse pas traîner de matériel. Évidemment. Mais après, on a bien évidemment le même matériel que celui dont on a besoin dans un cabinet. Et il arrive très fréquemment qu'on fasse, par exemple, des points de suture, des gestes. On a tout le matériel, voilà. Mais on va pas le laisser, on va être vigilant, plus exactement, au fait de ne pas le laisser traîner, de ranger. On apprend à ranger. Formidable. C'est une bonne école de la vie. Ouais. Exercer en prison. Et est-ce que, par exemple, parfois, tu es escorté par quelqu'un de la sécurité, si tu as un patient connu pour des états de fait de violence, par exemple, qui vient dans ton cabinet, est-ce que parfois tu es protégé par quelqu'un? Alors ça, c'est important. Dans nos unités, on a en règle générale, si elles sont suffisamment grandes, des surveillants pénitentiaires qui sont dédiés à l'unité, qui sont, ça s'appelle des postes fixes, donc c'est toujours les mêmes surveillants qui sont dans l'unité, et eux sont chargés de la sécurité à l'intérieur de l'unité. En revanche, quand on voit quelqu'un en consultation, il est seul avec nous en consultation, la porte est fermée pour des raisons évidentes de confidentialité. Il arrive que certaines personnes soient une étiquette, on va dire, de personnes dangereuses. Et dans ces cas-là, on peut nous dire qu'il va falloir qu'on voit cette personne avec des moyens de contrainte. Les moyens de contrainte, en règle générale, c'est des menottes. Ok. Ou bien le surveillant veut rester. Alors, à titre personnel, en tout cas dans l'unité, je n'ai jamais de surveillant présent, quel que soit le niveau de dangerosité de la personne en question. J'estime que le surveillant peut être de l'autre côté de la porte, donc vraiment très près, que je suis capable d'élever le ton s'il y a besoin. Donc, je n'ai pas besoin qu'il soit dans la pièce. D'autant que la personne, même dangereuse, peut avoir besoin de me dire des choses que les surveillants n'ont pas à entendre. Donc voilà. Concernant les moyens de contrainte, pareil, à titre personnel, je m'y oppose. Je peux comprendre que parfois ce soit compliqué. Et en revanche, il y a actuellement une tendance de la part des surveillants pénitentiaires d'augmenter un petit peu la pression pour qu'on examine des gens dans des conditions de sécurité. Voilà. Et les mesures sécuritaires augmentent. D'accord. Et on nous demande d'en tenir compte. Si on travaille dans ce milieu-là pour prendre en charge les gens comme à l'extérieur, je trouve qu'il faut les prendre en charge comme à l'extérieur. Très bien. Et donc, tu me rapportes que les moyens de sécurité augmentent, les règles augmentent. J'imagine que c'est parce qu'il y a eu auparavant des problèmes. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà senti en insécurité dans ton travail, par exemple? Alors, je ne me suis jamais sentie plus en insécurité dans le service depuis 20 ans que je n'ai pu l'être ni dans un service hospitalier, ni aux urgences de l'hôpital. Aux urgences de l'hôpital, on est bien plus en insécurité qu'on ne peut l'être en travaillant en milieu pénitentiaire. C'est clair. Voilà, en milieu pénitentiaire, on a l'habitude normalement, on a une petite lumière qui s'allume dans le cerveau et qui dit, bon, a priori, on doit faire attention. Quand on est aux urgences de l'hôpital, on accueille
j'allais dire le tout venant, c'est pas très joli, mais bon, on n'est pas préparé à faire attention. Quel type de pathologies ou de problèmes de santé sont les plus fréquents parmi les patients détenus? Est-ce qu'il y a une fréquence plus importante de pathologies plus qu'une autre dans cette population particulière? On accueille tout le monde. Il n'y a pas de pathologie spécifique. D'accord. Par contre, en fonction du type d'établissement, on peut être amené à voir des gens qui n'ont peut-être pas forcément tout à fait le même âge, les mêmes profils. Dans les maisons centrales, c'est des établissements pour peine de gens qui sont là qui ont des peines qui sont supérieures à 10 ans. Dans les centres dans les centres de détention, les gens sont là pour des peines de 2 à 10 ans. Et dans les maisons d'arrêt, il y a absolument tout, c'est-à-dire les gens qui sont en préventive, qui sont détenus, qui ont des peines courtes, qui ont été jugés, qui ont des peines longues, mais qui attendent une place dans un établissement pour peine. Donc on a vraiment un panel très très important. Dans les centres de détention et les maisons centrales, on va rencontrer des gens plus âgés, donc qui vont avoir des pathologies un peu différentes de celles qu'on va rencontrer en maison d'arrêt, où on aura proportionnellement beaucoup plus de jeunes. Mmh. On va rencontrer du coup pas mal de pathologies, de traumato par exemple, de choses comme ça. On a bien évidemment beaucoup de patients qui sont diabétiques, qui ont des maladies chroniques de ce type-là. Et puis, on a plus qu'à l'extérieur des patients qui ont des troubles psychiatriques ou des problèmes d'addiction. Ça, c'est vrai. Mais pour le reste, on va voir absolument les mêmes pathologies qu'à l'extérieur. Très bien, c'est clair. Béatrice, est-ce qu'il y a des préjugés fréquents sur ton métier, sur les soins en prison? Et quels sont-ils? Et est-ce que tu souhaites t'adresser à nos consoeurs, nos confrères, pour essayer de changer peut-être cette perception? Alors, pour changer, il faut venir voir. Okay. Donc, si vous avez l'occasion, il faut pousser les portes, aller voir et se rendre compte que c'est pas du tout un milieu qui fait peur et que les patients sont assez reconnaissants du fait qu'on se déplace et qu'on vienne vers eux. Et donc, nous, on a des relations plutôt très, dans l'ensemble, alors bien sûr, il y a toujours des exceptions à tout, mais dans l'ensemble, agréables avec les patients. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme préjugé? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est dangereux. Il ne faut pas aller travailler là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme préjugé? Pourquoi on soignerait des gens qui ont commis des actes particuliers? Tout le monde mérite d'être soigné, c'est la base de notre serment d'Hippocrate, et on n'a pas à savoir, encore une fois, on n'a pas forcément à savoir ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et d'ailleurs, encore une fois, dans les cabinets de ville, on ne sait pas ce que font les gens. Moi, j'ai coutume de dire que les patients que je soigne étaient dehors avant que je les prenne en charge et qui seront dehors après. Donc, ils avaient un médecin traitant avant d'arriver. Enfin, pas tous, malheureusement, mais ils avaient un médecin traitant dehors avant d'entrer et ils en auront un dehors après la sortie. Et ils diront ou pas à ce médecin qu'ils ont été en prison à un moment donné de leur vie. Ça leur appartient. Très bien. Donc tu considères que tout le monde mérite d'être soigné, quel que soit son passé. Et quand on te demande pourquoi soigner des criminels ou des patients qui commettent des délits, je comprends que tu réponds que tout le monde mérite et a besoin d'être soigné. Alors, tout le monde mérite et a besoin d'être soigné. Encore une fois, c'est la base de notre serment. Et puis, alors ça, c'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux, mais en tout cas, c'est très fort pour moi. Même des gens qui ont commis des actes vraiment terribles, je ne m'abaisserai pas à leur niveau. Je considère que
c'est noble de soigner quelqu'un et de s'occuper de la santé de quelqu'un. Je ne vais pas m'abaisser au fait qu'ils vont considérer que, je sais pas, telle ou telle personne ne mérite pas qu'on s'occupe d'elle et que même on peut la tuer. Voilà, je ne m'abaisserai pas à ça. Hmm. Et si je me fais l'avocat du diable, euh, prenons l'exemple d'un patient violeur, un criminel, meurtrier, je ne sais pas, qui appelle un médecin pour un souci de santé. Tu te déplaces, tu connais son dossier, tu connais ses antécédents, tu vas le soigner comme n'importe quelle autre personne de ta patientèle? J'ai un petit côté schizophrène. Oui, Très bien. je vais faire abstraction. Oui, oui. Après, avec le recul, avec les années, je n'excuse absolument rien et c'est très compliqué pour moi, en réalité, effectivement, peut-être d'être très empathique envers quelqu'un qui va avoir commis justement des actes horribles. Mais j'essaye effectivement de faire une espèce de blackout et avec le recul, je me rends compte que quand même beaucoup de ces gens-là ont eux aussi une vie qui les a peut-être amenés à être là où ils en sont. Voilà. Je travaille donc dans 2 établissements, hein, hommes et femmes. On a beaucoup plus les histoires des femmes parce qu'elles nous les racontent, donc elles restent plus longtemps, on les connaît mieux. Oui, la grande majorité des femmes qu'on suit ont été maltraitées, violées elles-mêmes dans leur enfance. Ça n'excuse rien. Je suis pas là du tout pour ça. Ça n'excuse rien. Mais je pense que il faut se garder des conclusions trop rapides et trop faciles. Très bien. Est-ce que, Béatrice, tu peux me partager par curiosité une ou deux anecdotes marquantes ou inattendues de ton expérience de médecin de prison, s'il te plaît? Hum, Ça, c'est une question difficile. C'est une petite anecdote. Il arrive que alors les détenus parfois font la cuisine dans leur cellule eux-mêmes parce que soit les repas leur conviennent pas, soit ils ont envie de s'occuper, soit voilà. Et puis comme tout le monde, ils peuvent avoir envie de se faire plaisir. Voilà. Donc il est arrivé que des détenus nous apportent pour nous remercier à l'équipe un gâteau au chocolat, par exemple, fait maison. Donc ça, voilà, Sympa. c'est sympa et ça montre que en fait, c'est vrai ils sont assez démunis, ils ont rien, hein. Mais c'est pareil, ils vont nous envoyer un dessin. Euh, mais le peu qu'ils ont, ils ont envie de, de le partager. Et ça, c'est extrêmement touchant. Béatrice, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un médecin généraliste qui envisage par exemple de travailler en milieu carcéral? Et est-ce que tu peux nous dire les qualités nécessaires pour s'épanouir dans cet exercice? Donc on l'a deviné déjà, il faut des qualités humaines, il faut des qualités de grande qualité, d'équilibre, et tu as parlé d'une certaine schizophrénie, le fait que on ne consulte pas forcément le dossier, on accueille les patients comme ils viennent parce que tout le monde mérite d'être soigné. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et plus largement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos confrères, à nos consoeurs à ce sujet? L'ouverture d'esprit, ça on l'a dit, hein, et je pense que c'est vraiment le truc important. L'envie de partager avec les autres membres de l'équipe. Des conseils, le premier conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut venir voir, il faut voir comment c'est réellement localement. Donc il faudrait se mettre en contact
avec une unité sanitaire en milieu pénitentiaire et puis se dire, ben oui, tiens, j'aurais envie de venir, est-ce que c'est possible? Moi, quand on me contacte en me disant j'aimerais bien venir voir, et ben j'ouvre les portes parce que je pense que c'est important et que ça lève quand même un certain nombre de préjugés justement. Très bien, le message est passé. Et c'est vrai que dans notre métier, c'est du compagnonnage. Il faut jamais hésiter à passer un coup de fil, à ouvrir des portes, à aller tirer la blouse des collègues, ne serait-ce que pour apprendre des choses différentes. Et On essaye d'ailleurs de plus en plus d'accueillir, enfin on insiste beaucoup pour avoir des postes d'internes qui soient ouverts dans nos services parce que je pense que c'est important de montrer ça aux jeunes. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est un exercice qui est vraiment à la frontière entre l'exercice hospitalier dans lequel on a tous grandi quand on a fait nos études. C'est un passage obligé. Et puis le milieu de la ville qui est différent. Donc c'est vraiment entre les deux. Et c'est bien de voir ça. le message est passé. Avant que nous nous quittions, Béatrice, est-ce que tu peux nous parler de ton livre qui est collectif, Les soins en prison, quelle réalité derrière les murs, qui m'a motivé à te recevoir sur ce podcast et je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement et puis le présenter à nos confrères, nos consoeurs qui nous écoutent? Alors c'est un livre qui est né justement de ta dernière question. Comment faire découvrir notre exercice à tous ceux qui ne le connaissent pas et qui des fois ne l'imaginent même pas. C'est pas évident de penser qu'il y a des services médicaux dans les prisons qui fonctionnent tous les jours. Voilà. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse découvrir ça à tout le monde et il faut qu'on explique comment ça fonctionne, déjà comment ça marche une prison, qui sont les personnes détenues qui viennent. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, que ce sont, j'allais dire n'importe qui peut se retrouver derrière les murs. Ça peut choquer ce que je dis là, mais franchement, on voit des gens quand ils nous donnent leurs motifs, pour des motifs tellement variés, tellement différents, pour des durées tellement différentes. La vie qui bascule à un moment donné, il y en a tellement qui nous l'ont raconté qu'on se finit par se dire que finalement ça pourrait arriver à presque à n'importe qui. L'accident de la route, enfin n'importe quoi. Donc c'est important de savoir qui on peut croiser, comment ça fonctionne, quelle est l'origine de la mise en place de ces soins en prison. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y faire et est-ce que notre présence ne pourrait pas améliorer un tant soit peu la santé au sens OMS actuel du terme, c'est-à-dire l'ensemble du bien-être des personnes, et est-ce que ce point-là ne peut pas non plus améliorer l'état de santé global de tout le monde puisque les personnes ressortent. Bien sûr, on participe, on est une goutte d'eau, on n'est pas grand-chose, hein, mais on est quand même un petit quelque chose là-dedans et je pense que c'est important. Les soins en prison, quelle réalité derrière les murs, livre collectif donc de Béatrice Carton et Anne Lécu. Je vous mets les références de cet ouvrage et celles dont on vient parler dans cet épisode dans la newsletter du podcast, dont vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Je vous remercie beaucoup et Béatrice, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation et puis je te dis bon vent et à bientôt. Merci à toi et puis en espérant que tout le monde viendra voir en prison ce qui s'y passe. Le message est passé. Salut Béatrice. Au revoir. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir,
Laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.